Ok. Bonjour et bienvenue dans le deuxième Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Dès le 16 mars, toutes les universités québécoises ont suspendu leurs cours suivant la recommandation du gouvernement du Québec. La majorité d'entre elles se sont alors tournées vers l'enseignement à distance et en ligne. La transition vers des cours en ligne est un défi majeur pour les universités. Un changement de paradigme aussi soudain de cette ampleur n'a jamais été tenté auparavant dans l'enseignement supérieur canadien. Comment les universités ont alors réagi? Comment réorganiser une institution d'une si grande ampleur afin de continuer les opérations de recherche, d'enseignement, autant pour les enseignants que pour les étudiants? Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de comment la crise a accéléré la transformation numérique dans le milieu de la formation et de l'éducation. Au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Pour continuer cette thématique de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Graham Carr de l'Université Concordia. Graham Carr est recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia à Montréal, meilleure université canadienne de moins de 50 ans selon QS. Concordia accueille 50 000 étudiantes et étudiants au premier cycle et cycle supérieur, compte 7 000 membres du corps professoral et du personnel et se compose de 2 campus. Graham Carr fait actuellement partie du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal. Il a également siégé au conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique et au comité consultatif de la commission de la capitale nationale. Graham nous partagera alors son expérience, ses avis et conseils en cette période de crise. Bonjour Graham, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Emily, ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Il y a du soleil, il faut en profiter, c'est bon pour le moral.
Oui, même dans notre confinement. Il faut garder cette vision-là. Pour pouvoir entrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est, je le rappelle, comment la crise a accéléré la transformation numérique dans le milieu de la formation et de l'éducation, j'aimerais que vous nous présentiez l'impact que la Covid-19 a eu sur les opérations de l'université. Du jour au lendemain, tout doit être mis sur pause, mais il faut rapidement penser à l'après. Comment ça se passe quand on est une université de votre envergure et qu'on apprend que dès demain, il faut tout arrêter, mais il faut continuer à servir nos étudiants et s'occuper de nos employés. Comment ça se passe? Ben, quand vous parlez de ce qui se passe, je dois dire que c'est une vraie perturbation qu'on a vécue. Oui, c'était évident même au début du mois de janvier qu'il y a une forte probabilité que le coronavirus sera présent chez nous en quelques mois. Alors, on a commencé à planifier pour ça au mois de janvier, mais quand même, c'est le moment d'année, cette semaine en mars, où la crise est vraiment arrivée, tout a changé d'une heure à l'autre. Comme vous avez dit, on a une communauté de presque 60 000 personnes, 52 000 étudiants, plus 7 000 employés, incluant les profs. Puis, pour le tout, on doit changer le milieu de travail, le milieu d'enseignement, toutes les modalités de fonctionnement comme l'université. Alors oui, c'était un grand défi. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a pris une pause pour une semaine pour former nos profs de temps partiel, nos profs de temps plein, comment convertir leurs cours en ligne. On a fait la formation de 1300 profs dans une semaine et on fait la formation à distance, en ligne. Alors, pas facile. Et en 2 semaines, on a converti plus de 2600 cours de façon face à face à une mode virtuel. Et ça représente plus de 6000 sections. Alors, ça vous donne juste une soupçon de l'amplitude de la changement qu'on a été fait du côté de l'enseignement. On a fait tout ça pour donner la plus grande possibilité possible pour nos étudiants de continuer de suivre leur cours, de terminer le trimestre et de graduer si c'était le cas. Au même temps, on était obligé de changer notre mode de travail, de télétravail, pour tous nos employés ou presque tous nos employés, sauf eux dans les services essentiels. Et ça a été une autre casse-tête pour nous autres, parce que comme tout le monde savent maintenant, les résidences, les domiciles où nous habitons sont pas toutes les meilleurs endroits de faire le télétravail. Alors, c'était vraiment un changement majeur, sans précédent, et quelque chose qu'on doit faire à haute vitesse en plein moment d'une urgence santé. Alors, donc là, on se rend compte qu'il y a presque deux crises en fait à gérer en même temps. La première, c'est de voir comment on arrive à adapter notre offre de cours aux étudiants en formant très rapidement en mode urgence nos professeurs temps plein et temps partiel, mais aussi comment on fait pour pouvoir accompagner toute cette gestion de crise là pour adapter notre personnel aussi et le réorganiser pour justement ce télétravail-là. Donc, on a deux choses à gérer en même temps. Comment oui. on fait pour gérer ça? Comment, en tant que leader d'une université, on fait pour justement insuffler cette force-là pour réussir à mettre tout ça en place?
Ben, je dois dire au premier que je suis chanceux parce que j'ai une équipe formidable autour de moi. Alors, et on a des décisions extraordinaires à prendre quotidiennement, honnêtement, Émilie. C'était vraiment quelque chose sans précédent, comme j'ai dit. Et une chose très importante, c'était vrai que les campus, nos deux campus, effectivement, étaient fermés, mais les opérations de l'université doivent continuer, et sur les deux voies. Alors, continue la formation de nos étudiants et ça veut dire faire une autre type d'accompagnement, pas, pas juste pour les étudiants, mais aussi pour les profs, parce que pour les profs, pour beaucoup de profs, c'était une toute nouvelle expérience aussi. Alors, on a une équipe de gens qui travaillent dans la formation d'enseignement et ils ont travaillé 24/7 pendant des jours et des jours pour aider les profs. On était obligé de faire le plus possible pour supporter les étudiants parce que pour eux, c'était vraiment une effet choc de se découvrir dans une crise de santé d'une partie, mais avec un gros changement dans leur modalité d'apprendre, de faire le travail comme étudiant. Justement, comment on fait en tant qu'université? Vous êtes l'organisme phare dans la vie des étudiants. Comment on fait pour rester autant à l'écoute et répondre justement à leurs besoins en étant à distance? Il y a beaucoup d'accompagnements, que ce soit humains ou psychologiques, qui sont mis en place dans les universités pour justement aider les étudiants, notamment les étudiants internationaux, qui je sais sont nombreux aussi à Concordia. Donc, comment on fait en cette période-là, en gérant encore une fois l'adaptation des cours, l'adaptation, la réorganisation de nos employés et en restant à l'écoute de nos étudiants pour les accompagner le mieux possible. Comment vous arrivez à mettre ça en place? J'ai vu sur le site, sur votre site web, qu'il y a de l'accompagnement justement psychologique, il y a des choses qui sont là, mais comment on met tout ça en place aussi rapidement? Ben, honnêtement, c'était un grand défi de communication pour commencer. Parce il faut que les profs étaient à l'écoute de leurs propres étudiants. C'est pas facile pour eux, dans quelques cas, de gérer les frustrations qui tout le monde vécu. Pour nous, on a mis un endroit sur notre site web où les gens peuvent poser des questions. On a reçu presque 4000 questions pendant les 6 premières semaines de crise. Les questions qui viennent des étudiants, les questions qui viennent des profs, les questions qui viennent de notre personnel. On a essayé de répondre aussitôt que possible et la complexité des questions était de 180 degrés. Les questions liées avec des choses très spécifiques des crédits d'un cours et les questions qui sont beaucoup plus dans le domaine de problème de santé mentale, où je suis coincé, je suis un étudiant international, j'ai peur, j'ai crainte que je serai coincé ici à Montréal. Alors, on a essayé à répondre à tout ça. Et pour les questions de santé mentale, etc., on a été obligé de convertir à la consigne à distance. On a amplifié les ressources qui étaient disponibles. C'était vraiment un grand défi à chaque étape et avec plusieurs étapes. Et presque tout était imprévu. Alors, ça c'est une autre dimension parce qu'on doit réagir à haute vitesse et essayer de faire quelque chose de nouveau. Mais si ça ne fonctionne pas, on doit reculer et prendre une autre route. Alors, c'était pas facile du tout. Et la question des étudiants internationaux, pour nous, c'est une question importante parce que 23% de nos étudiants viennent de l'étranger. Et la crise a déroulé en plusieurs étapes. Je sais que quelques-uns et quelques-unes ont profité dès le début d'essayer de partir de Montréal, de sortir du Québec, de retourner chez eux.
mais beaucoup ont pris les décisions où ils n'ont pas le choix de rester à Montréal et même dans nos résidences. Alors, c'était vraiment un enjeu compliqué, surtout pour les étudiants internationaux, mais pas juste les étudiants internationaux. Mais c'est ça, il faut penser en global le plus possible. On a une question justement qui nous est posée par Claude. Merci Claude pour cette question. Quel sera l'impact économique pour les institutions postsecondaires, ce qui amène déjà un peu ma prochaine question. Mais selon vous, Graham, quel impact justement cette crise va apporter d'un point de vue économique, sachant que les universités comptent beaucoup justement sur les étudiants étrangers, on en parlait. C'est quoi l'impact qui va ressortir de ça? Ben, encore une fois, je pense qu'il y a deux, trois éléments de ça. On a eu notre conseil d'administration hier à l'université. On a présenté les impacts financiers qu'on a subis à cause du COVID-19. Et dans notre cas, c'est une facture de 12 millions de dollars juste en dépenses qu'on était obligé de faire pour mieux supporter les étudiants, pour ajouter d'équipements, de TI, etc. Et aussi en perte de revenus parce qu'on a beaucoup d'activités sur le campus qui sont les sources de revenus qui ont été obligés de fermer. Alors, le coût essentiel juste pour le crise du COVID, c'était 12 millions pour nous. Et je sais que à travers le réseau, notre cas n'était pas unique. Maintenant, on doit réfléchir à les impacts structurels, les impacts à plus long terme. Et c'est difficile, c'est presque impossible de penser à qu'est-ce qui va venir. C'est certain qu'on va continuer de perdre des revenus pour les activités. Par exemple, pendant l'été, l'Université Concordia est toujours ouverte à des grands festivals. Festival du film, etc., mais pas cette année. Alors, ça représente une perte pour nous autres. Mais la grande question, c'est la question de l'inscription des étudiants. Pour l'instant, nos inscriptions restent stables, mais je sais que, comme tout le monde, que les étudiants sont en mode de réflexion, surtout eux qui sont d'ailleurs, qui sont à l'extérieur. Et c'est très, très difficile de prédire que seront les conséquences de la COVID pendant le long terme. Je pense que le plan d'affaires des établissements universitaires qu'on a vécu pendant des années, des décennies, on doit réimaginer ça. On doit réfléchir c'est quoi le plan match pour le futur. Il faut penser à l'université du futur, en effet. On n'a pas le choix aujourd'hui. On n'a pas de choix parce que c'est évident que le retour au campus, quand le retour au campus est possible, ça sera un retour à une nouvelle normale, comme beaucoup de personnes disent. Il y a un autre élément dans ça. Ici, à Québec, au Québec, toutes les universités ont besoin de l'aide du gouvernement du Québec pour nos fonctions opérationnelles. Et on a des questions à poser maintenant. Qu'est-ce que le Québec peut faire pour aider les universités dans le futur? Je sais que les universités font une grande partie de la future de notre société, en formation des jeunes, en la recherche qu'on fait, etc. Je pense que les universités étaient performantes dans le crise. On a réussi à finir le trimestre, etc. Mais il y a une question autour de capacité budgétaire pour le Québec dans les prochains mois, prochaines années aussi. Mais ça m'amène justement à ma prochaine question. En tant qu'université, on
anglophone, on va dire, au Québec, on voit par exemple dans différents articles que certaines universités francophones en Alberta, donc on change le paradigme, craignent de devoir fermer pour la rentrée prochaine. D'autres annoncent qu'elles auront un budget déficitaire cette année. Comment on peut, en tant qu'université, justement essayer d'éviter la catastrophe. Là, ce que j'entends, c'est que bon, effectivement, on a un déficit là de 12 millions pour Concordia. On reste quand même sur le devant de la scène, on reste quand même actif et ouvert. On entame déjà. Vous avez annoncé dernièrement que la rentrée de l'automne se ferait en ligne, donc on reste là. Mais comment on fait justement, même si on n'est pas en mesure de prévoir l'avenir, même si on a des doutes un peu sur l'aide budgétaire qui sera donnée par le Québec, comment on fait pour anticiper ça? Est-ce que on arrive à avoir une budgétisation minimale? Comment on fait? Est-ce que, par exemple, dans la facture de 12 millions de dollars, il y a des éléments qui ont été mis en place pour répondre rapidement à la crise, qui vont finalement être un retour sur investissement plus tard, parce que tout ce qui a déjà été développé maintenant va nous permettre de proposer d'autres options de cours en ligne, notamment qu'on n'avait pas prévu avant? Oui, bonne série de questions. Alors, juste peut-être pour faire un peu du contexte sur la question budgétaire, avant les crises de COVID, à Concordia, on était en train de présenter un budget équilibre à notre conseil d'administration. Alors, du point de vue de financement structurel de l'université, on était en bonne condition. Okay. On a une dette structurelle qui est petit par rapport à plusieurs d'autres établissements dans le réseau. Alors, de ce point de vue, nous sommes dans une bonne position. Je suis convaincu de ça. C'est vrai que quelques-uns des investissements qu'on a faits pour s'adresser à la crise vont nous aider dans le futur. On a beaucoup investi, pas dans la technologie pour aider nos profs et pour aider nos étudiants à faire l'enseignement et l'apprentissage à distance. On a commencé à faire avec nos profs une crash course, une formation comment faire des choses différemment et maintenant on continue dans cette direction pendant cet été parce que ce qu'on a fait au mois de mars et avril, c'est vraiment juste comme une patch logicielle. C'était pas le vrai préparation au développement des cours à distance. Et maintenant, c'est la réflexion, c'est l'action qu'on doit prendre. Comment est-ce qu'on prépare des vrais cours à distance? Et à l'Université Concordia, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine. L'année passée, avant le COVID, on a 35 000 inscriptions dans les cours à distance. Ce sont les cours qui donnent les mêmes compétences, le même contenu que les cours face à face. Alors, on a une vaste expérience dans ce domaine. On a un studio de production qui s'appelle Knowledge One, qui nous aide beaucoup. Alors, je pense que l'université est pas mal positionnée pour faire cette transition. C'est juste l'amplitude de la transition qui est un défi à ce moment-là. Alors, oui, les investissements qu'on a faits pendant le début de la pandémie vont nous aider, mais et je pense qu'on a une bonne gestion de nos finances quotidiennement. Et ça va nous aider aussi. Je veux pas être trop optimiste, mais quelque chose que j'ai déjà remarqué pendant l'été, pendant nos cours d'été, on donne des cours d'été présentement, toutes sont à distance, et les inscriptions qu'on a à ce moment-là sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a vécu dans les années précédentes. Alors, je pense qu'il y a une demande d'une partie de la population étudiante parce que honnêtement, Émilie, à ce moment-là, leurs opportunités économiques n'ont pas très bien et très bon. Alors, et il faut se former pour pouvoir s'en sortir davantage après la crise.
exact. Et au même temps, on sait que on a beaucoup de personnes qui sont des professionnels, etc., qui auront une difficulté. Peut-être ils ont perdu leur emploi, ils craignent qu'ils vont perdre leur emploi. Alors, je pense qu'il y a un autre élément, la formation continue qu'on peut faire. Alors, viser à des étudiants un peu différents que que les étudiants de 18 à 24 ans. Alors, on va revenir sur cette question justement après d'étudiants différents. On a Kate qui nous pose une question. Comment allez-vous accueillir les étudiants dont les diplômes ont été affectés par Covid? Déjà, quel type d'affectation les diplômes ont pu avoir avec la crise? Et ensuite, comment vous allez accueillir ces étudiants-là? Ben, première chose à dire, chez nous, les diplômés de Concordia, on aura 5900 étudiants qui seront les diplômés ce printemps. C'est le même nombre que l'année passée. Les choses alors, on a réussi dans ce domaine. Je sais qu'il y aura des difficultés pour les étudiants qui sont en cégep à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va arriver pour eux dans les années prochaines quand ils vont venir chez nous? Ben, une chose est certaine, ils ont déjà une expérience numérique de l'enseignement. Et alors, il sera possible pour eux de s'adapter à ça, je pense. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, selon vous, à avoir pour les prochains semestres et les prochaines années universitaires? Ben, on a des inquiétudes. C'est un effet choc, le coronavirus pour tout le monde. Et il y a un autre élément, c'est que l'expérience du campus, l'expérience universitaire, ça va changer. Ça, c'est un grand parti de ce qu'on fait. Les universités sont les places d'accueil pour des gens. On a 10, 20, 30 000 gens sur nos campus tous les jours dans les temps normaux. Mais les temps normaux ne reviendront pas. Alors, on doit réimaginer la vie étudiante, on doit réimaginer la vie quotidienne de nos campus dans le futur. Et ça, c'est un élément parce que pour les étudiants à venir, quelque chose qu'ils veulent, c'est la vie étudiante, c'est la vie du campus. Mais c'est difficile à ce moment-là d'imaginer c'est quoi l'avenir d'un jour à l'autre sur un campus universitaire. Nous sommes en train de réfléchir sur cette question parce qu'on veut faire le mieux possible pour nos étudiants. Mais ça, c'est une grande réflexion à faire. Mais c'est une grande réflexion puis qui s'enligne justement sur l'université du futur qu'on a déjà un petit peu abordé. Est-ce qu'on peut considérer que le fait d'être passé en ligne puisse aller rencontrer d'autres objectifs? On s'entend que beaucoup d'étudiants peuvent être ADHD ou peuvent être dans d'autres catégories d'apprentissage. Justement, on peut lire que le fait d'être en ligne, on a une personnalisation de l'apprentissage. Est-ce que cette personnalisation-là, le fait on ait fait cette transformation numérique à cause de la crise, va justement nous emmener vers quelque chose de plus personnalisé et finalement de plus efficace et de meilleure qualité à l'avenir? Oui, l'éducation personnalisée à distance, pour plusieurs personnes, peut-être c'est un contresens, mais c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Mais imaginez une salle à lecture avec 300, 400, 500 étudiants. On sait que pour beaucoup d'étudiants, il n'y a pas vraiment d'espace pour eux de contribuer dans la classe, poser des questions, faire des travaux ensemble, etc. Ironiquement, dans une cours développée pour le donner à distance,
c'est possible de planifier pour ça. Et c'est possible d'identifier si un étudiant a des problèmes dans le cours. Peut-être il se trouve 10 modules dans le cours et le prof peut regarder et voir qu'un étudiant n'a pas encore ouvert 2 ou 3 de ces modules. Alors ça, c'est le moment d'intervention. On peut demander aux étudiants, as-tu des difficultés? Est-ce qu'on peut vous aider? Au même temps, on peut faire des groupes de travail comme des chat rooms et tous les jeunes sont très adaptés à ça. Et ça peut donner à quelques étudiants la possibilité d'être plus impliqués dans la classe qu'une classe dans un grand centre de lecture. Ça ne veut pas dire que la formation à distance va remplacer les classes face à face, mais c'est possible de donner une qualité d'éducation d'autres gammes dans les deux voies. Et c'est ça qu'on veut faire à Concordia. Justement, on a une question de Maximilien qui nous dit qu'après l'impact économique, il existe l'impact humain aussi. Est-ce que vous avez peur de mettre les étudiants 100% en ligne? Est-ce que ça vienne finalement baisser le niveau académique global, le fait de les passer entièrement en ligne? Oui, c'est une bonne question et c'est une crainte et à laquelle on doit s'adresser. Déjà, on a commencé à communiquer à nos étudiants qui sont déjà nos étudiants ou les étudiants qu'on veut recruter. Un des messages qu'on veut donner à eux, c'est oui, les cours à distance, ça c'est clé, mais on veut créer un environnement virtuel plus accueillant que juste les cours. Est-ce qu'on peut créer des groupes d'étudiants où ils peuvent travailler ensemble? Est-ce qu'on peut faire encore des services virtuels, des conseils pour les étudiants, l'aide en santé mentale pour les étudiants? On va faire tout ça. Et une autre chose qu'on veut faire, c'est de travailler avec des organismes, des organismes culturels, des organismes de beaux-arts, d'autres ici à Montréal, pour donner à nos étudiants une soupçon de la vie, même en virtuel, de notre grande ville de Montréal. Alors, on veut réfléchir et penser et faire des choses beaucoup plus grandes que les cours à distance. Le défi, c'est de créer un environnement universitaire virtuel en attendant le moment où les gens peuvent venir au campus en personnel. Et c'est ça qu'on veut faire. On sait que même dans les mois à venir, il y aura des cours comme des labos, des studios de danse, etc., presque impossible à donner à distance. Alors, on va essayer de donner ces cours dans une autre façon, face à face pour les étudiants qui sont ici à Montréal. Et pour ceux qui ne sont pas ici à Montréal, on a un défi de trouver une alternative à formation pour ces compétences. Là, on parle justement beaucoup de l'enseignement qui évidemment est la principale mission de l'université, mais une université a aussi des activités de recherche. Comment on fait pour continuer les activités de recherche alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus être sur le campus, on ne peut plus être dans les laboratoires? Comment on pense la recherche dans la vie du futur? Oui, et ça, c'est une question excellente parce que c'était vraiment dur pour nos chercheurs et les étudiants de deuxième, troisième formation, en deuxième, troisième cycle, les étudiants en enseignement supérieur, parce qu'ils ont perdu beaucoup pas juste du temps de recherche, mais parfois ils ont vraiment perdu leur recherche. Et c'était très, très, très décevant, pas juste pour nous, mais pour tous les chercheurs, chercheuses à travers le pays, à travers le monde. Maintenant, nous sommes en train de rouvrir d'une façon très graduelle qui correspond à toutes les consignes de santé publique, quelques-unes de nos labos. On commence ça lundi prochain sur les 2 campus. On a des protocoles en place.
On a identifié des labos où on va commencer. Et si tout tombe bien, on va continuer d'ouvrir les labos, les studios dans les prochaines semaines. Mais au même temps, il sera pas aux mêmes vitesses qu'auparavant parce qu'on n'a pas le droit d'amener tous les gens du labo comme auparavant dès le début de cette re-entrée graduelle. Alors, ça, c'est une grosse défi. Chez nous, quelque chose qu'on veut faire, on a mis une des dépenses liées à la COVID qu'on va faire, c'est de préparer une fonds de financement pour donner un appui à nos chercheurs de recommencer leur travail. Parce que la recherche, c'est clé pas seulement pour l'identité de l'université, mais c'est un service à la société. Et c'est très important qu'on recommence et qu'on donne tout l'appui possible à nos chercheurs de recommencer leur travail, surtout parce que le plus grand travail dans les labos de recherche se fait par les étudiants. Alors, c'est une autre façon d'aider leur formation et d'aider leur financement aussi. Bien sûr. J'aimerais peut-être davantage, et on va se dépêcher parce que je sais que votre temps est compté. Si on avait des conseils à donner, que ça soit autant aux étudiants ou entrepreneurs professionnels qui puissent nous écouter aujourd'hui, quels conseils vous pourriez justement leur partager pour garder le cap, surmonter cette crise, puis peut-être essayer de se préparer au post-Covid? Mais je pense que la première chose, c'est de mettre l'accent sur l'importance de la résilience et d'appuyer le sport de tout le monde. Parce que dès le début, on a dit que la chose primordiale pour nous, c'est la santé et la sécurité de tout notre personnel, tous nos étudiants, et on doit garder ça comme notre première priorité. Je pense que la deuxième chose, on a une opportunité maintenant, c'est pas juste une opportunité, c'est une obligation de repenser comment faire des choses. On peut pas faire toutes les choses qu'on a fait dans le passé de même façon dans le futur. C'est impossible. Les circonstances demandent une agilité, les circonstances demandent un peu de réflexion et on doit mettre toutes nos énergies dans cette direction. On a appris beaucoup de choses pendant les 10 dernières semaines. C'est certain qu'on va continuer d'apprendre pendant les prochaines semaines. Honnêtement, c'était vraiment un apprentissage, je pense, pour tout le monde dans le milieu de l'enseignement supérieur. Pas juste pour les étudiants, c'était un moment d'apprentissage pour les profs, pour le personnel, pour les cadres, pour les administrateurs. Et nous, comme université, nous sommes les places dévouées à la découverte, dévouées à l'imagination et la vie créative. Alors, c'est le moment de mobiliser toutes ces qualités dans la bonne direction pour nos établissements et pour Montréal et Québec. J'aimerais terminer cette dernière question de l'entrevue avec une note peut-être plus positive. Selon Graham Carr, donc recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, mais surtout l'humain, de quoi demain sera fait? Dans l'économie en général, dans le monde universitaire, dans la société, selon vous, de quoi demain sera fait ou devrait être fait? Ben, je pense qu'on doit... c'est ironique, hein, parce que dans le milieu universitaire, on a beaucoup parlé des perturbations, de disruption comme un atout, comme quelque chose qui va arriver. Maintenant, on a vécu une vraie disruption, et je pense que le chose à venir de mon côté, on doit se préparer pour ça dans l'avenir. On peut pas être complaisant. On doit imaginer que les grandes perturbations peuvent arriver d'une façon ou d'une autre dans cette
question dans les dernières semaines et pour les prochains mois, c'était une pandémie, mais les changements structurels liés avec ça dans notre société, dans notre façon de vivre quotidiennement, dans notre façon de faire pour les entreprises, pour les établissements universitaires, c'est le moment honnêtement, de réfléchir et d'être ouvert à repenser quoi faire et comment faire des choses différemment. Et c'est essentiel que le travail universitaire est au plein milieu de ces réflexions grâce à l'expertise qu'on a. On n'a pas du tout toute l'expertise. Il y a de l'expertise partout dans la société, mais on doit faire notre part. Et pour moi, personnellement, je pense que ça c'est une chose importante liée à cette crise pour le futur. C'est le rôle de l'université dans la préparation de la société de la future. Ouais, il y a encore beaucoup d'adaptations et de réflexions à avoir. Merci beaucoup, Graham, pour cet échange que je vais essayer de résumer, très riche. Déjà, la première semaine, on a tout arrêté, on a formé nos 1300 professeurs pour adapter et numériser l'ensemble de nos ressources. En 2 semaines, il y a 2600 cours qui ont été adaptés de présentiel à en ligne. Il y a une facture de 12 millions de dollars pour l'adaptation et en perte de revenus à cause du Covid-19. L'expérience universitaire, c'est sûr, va changer, c'est indispensable. Il faut garder cet élément-là en tête. On est en train déjà de mettre en place une réouverture très graduelle de certains laboratoires pour que les recherches universitaires puissent continuer. Il va y avoir un fonds de financement qui va être mis en place pour recommencer les recherches justement qui ont été inachevées à cause de la crise. S'il y a des conseils à retenir, c'est surtout garder en tête la résilience, s'appuyer le plus possible sur le support de tous. C'est une obligation de repenser comment faire les choses. On ne peut plus garder en tête ce qui avait lieu dans le passé, ça n'existe plus. Et enfin, garder le plus possible en mémoire pour la suite qu'il faut se préparer, que de grosses perturbations peuvent arriver. Merci encore pour ce partage, Graham. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous continuerons mardi prochain avec une nouvelle thématique, comment la technologie a permis au milieu de la santé de se réinventer en période de crise. Au programme, comme d'habitude, des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain, 15 h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Schuleux de Mieline, qui a créé une plateforme d'information et de communication en autisme. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, avis ou suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil, on en a de plus en plus maintenant. C'est important pour le moral. Je vous retrouve mardi. Merci encore, Graham. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, Emily. Au revoir.